Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 6 mai 2021. Alors, coup de téléphone de ma mère à Fabienne ce matin pour lui confier, ma mère qui approche, qui a dépassé, disons, les 75 ans, n'en disons pas davantage, pour pas dévoiler son âge, eh bien, il lui confiait qu'elle avait réalisé qu'au fond, il n'y avait qu'une seule chose qui m'intéressait dans la vie, à part Fabienne, bien entendu, c'était les livres. Et que depuis l'âge de 5 ans, je n'avais manifesté qu'un seul désir, posséder des livres et de les lire. Alors, et qu'elle avait tout fait pour non pas m'en détourner, parce que elle a beaucoup contribué dans ma petite enfance et dans ma préadolescence. Les bruits de la ville, n'est-ce pas? Elle avait beaucoup contribué à nourrir cette passion. Et nourrissant cette passion qui, qui en fait ne connaît aucune limite, il faut bien le dire, à part la limite, en fait, qui est la limite des limites, c'est-à-dire la limite financière. Et donc, elle avait tenté de me proposer d'autres voies ou de me détourner de cette unique passion et de la seule chose qui m'intéressait, en fait. Et que force force était d'admettre qu'elle n'y pouvait rien. Alors, moi, j'ai l'âge que j'ai, elle a l'âge qu'elle a. Et d'en arriver, enfin, à ce constat, après, après beaucoup de décennies, j'ai trouvé ça plutôt amusant. Et Fabienne s'est faite fort de me relater cette conversation en trouvant cela très amusant. Mais moi, de lui répliquer, oui, c'est vrai, il n'y a que les livres qui m'intéressent. Mais dans les livres, on trouve tout. Tout est dans les livres. Tout, sans exception. Tout ce qui existe est dans les livres. Alors, je m'intéresse à une seule chose qui, en fait, contient toutes les choses. Alors, c'est quand même pas rien. Et ma mère aussi a ajouté que j'avais commencé à fréquenter les librairies à l'âge de 5 ans. J'admets que c'est précoce. Et aujourd'hui, j'ai reçu la visite d'un ancien libraire euh, qui avait sa librairie sur la rue Saint-Denis et qui de temps à autre me rend visite et on fait des échanges. Hein. Un libraire, ça reste toujours un libraire. Normalement, un libraire, ça meurt dans sa librairie. Alors, si vous apprenez qu'un libraire a pris sa retraite, euh, c'est que il y a quelque chose qui est survenu dans sa pratique de libraire, car normalement, un libraire, on le retrouve foudroyé derrière son comptoir. Et même un libraire de 65 ans, c'est pas mon âge, là, c'est même un jeune libraire. À l'âge où les gens prennent leur retraite, euh, c'est pas possible. Oui, puis je dis jeune parce que quand j'étais vraiment jeune, on m'a fait j'ai eu accès à certaines bibliothèques de communautés religieuses, par exemple. Et je me souviens, entre autres, le père d'une communauté religieuse importante, dotée d'une bibliothèque importante, somptueuse, qui faisait rêver, lorsqu'il m'a vu, il n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer: Vous êtes bien jeune, vous. Alors j'ai compris que j'étais mis hors course pour l'acquisition de cette grande bibliothèque. Cependant, il m'est arrivé une autre histoire, toujours dans le domaine des communautés religieuses, ayant écumé quelques communautés religieuses. Et aussi d'avoir été témoin de toutes sortes de choses étonnantes qui peuvent se dérouler dans les couloirs, dans les allées, dans les scriptoriums de couvents ou de monastères.
hein, les secrets du monastère. Et encore il y a pas mal d'années, je m'étais porté acquéreur d'une immense bibliothèque. Et le responsable, qui n'était pas un religieux, un laïc cependant, m'avait mis la main sur l'épaule. Il m'avait dit, voyez toutes ces allées de livres, toutes ces rangées, vous voyez tout ça? Eh bien, en me mettant la main sur l'épaule, il m'a dit, c'est à vous, si vous le voulez. Je vous les offre. Oh, oh, et c'était le jour de mon anniversaire. La seule chose qu'il n'a pas voulu me donner, parce qu'il me les donnait, les livres, c'était des bibliothèques vitrées, vous savez, des bibliothèques de notaires. Et ça, il avait trouvé un acheteur pour ça. Et bon, moi, ça, les meubles, ça ne m'intéressait pas. Alors, et cette bibliothèque-là devait avoir autour. Alors, dans ce temps-là, je n'avais pas encore ma librairie. J'étais ce qu'on appelle un courtier, un revendeur. J'achetais des bibliothèques privées ou des bibliothèques importantes de communautés religieuses et je dispersais les livres que je proposais à la vente à des libraires spécialisés en Canadiana, par exemple, ou à des libraires d'occasion, comme le métier que je fais. Alors, et j'avais mis quelques semaines à disperser cette bibliothèque. Je vous parle de ça pourquoi? Oui, cet ami, ce confrère libraire qui a mis fin à ses activités il y a peut-être une dizaine d'années, dès qu'il est rentré, je lui ai dit tu regrettes de ne plus être libraire. Hein? Et il s'en est défendu un peu, mais en fait, il regrettait totalement de ne plus être libraire. Et je lui ai confié également que j'avais considéré sa décision de prendre hâtivement sa retraite comme étant une sorte d'erreur, ce à quoi il a consenti. Alors la conversation après ça a porté sur des, des souvenirs de librairie, des souvenirs de libraire, parce que dans notre pratique, il y a des personnages assez étonnants, vous en doutez bien. Et, et même, en fait, je vous dirais peut-être les derniers Uluberlus, n'est-ce pas? Les derniers Olibrius, on les trouve dans notre confrérie. Alors, je vous parle de tout ça parce que, il y a 2 jours, je me suis porté acquéreur de ceci que je vous montre. Je vous montre le livre. Voilà. Traveling. On revient. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une histoire. Cette histoire des libraires et de la librairie, de tous les commerces de textes et d'images, d'idées et de savoir, de découvertes et d'imaginaire, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, est racontée par Jean-Yves Mollier et publiée par Imprimerie Nationale Édition. Alors, mais ce livre, qui a pas... qui a 202 pages, eh bien, écoutez, étonnamment, pas mal cher. Alors, j'ai subodoré que c'était, au fond, ce qu'on appelle un marché de niche. Petit tirage, s'adressant à un public choisi, je ne dirais pas volontaire, parce que quand on offre l'appellation lectorat public volontaire, c'est qu'en fait, on est en présence d'un texte difficile à petit convoir. Mais là, c'est pas ça. C'est un texte qui est écrit dans une langue impeccable. C'est presque un ouvrage de vulgarisation, mais publié à l'Imprimerie Nationale Édition, c'est clair qu'ils n'en vendront pas beaucoup. Bon, ça ne sera pas un best-seller. Alors, c'est qui Jean-Yves Mollier? Alors, Jean-Yves Mollier, c'est un spécialiste, donc, il va sans dire, de l'édition, de l'histoire de l'imprimerie.
de l'imprimé, du texte, des lectures, de la lecture, du, des dictionnaires. Il a fait une édition du dictionnaire Larousse, une édition de l'histoire du dictionnaire Larousse. Et il a publié en septembre 2020 interdiction de publier la censure d'hier à aujourd'hui, affirmant dans cet ouvrage qu'au fond, il y avait une recrudescence de la censure par le fanatisme religieux, l'intégrisme économique ou encore la montée du politiquement correct. Alors, il me tarde de lire ce livre que j'ai commandé aujourd'hui. Ça aussi, c'est ça l'affaire, c'est que je ne peux pas m'en empêcher. Alors, les premières pages sont très, très intéressantes. Je vais vous lire les toutes premières pages. Peut-être que je vais vous en reparler, peut-être pas, mais assurément, il débute son texte en nous parlant de Claude Duneton. Vous savez, Claude Duneton, qui a écrit La puce à l'oreille, entre autres, qui a fait beaucoup de recherches sur la langue paysanne, la langue vernaculaire, et que lui-même venait d'un milieu fort modeste. Il raconte que quand il a eu ses premières économies, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a acheté un livre, ce qui a mis sa mère dans une rage folle. Ça, c'est contrairement à la mienne. Au contraire, ma mère pourrait se juger un peu responsable, mais on ne va pas l'accabler, cette chère maman, euh, parce qu'elle a un fils un peu taré de livres. Faut dire aussi, petite parenthèse, ma mère m'a eu très très jeune et elle était amoureuse de mon père, qui était un poète, alors un écrivain, un homme de livres, quoi. Et sans doute, même s'ils ne sont plus ensemble depuis très très longtemps, elle a sans doute dû éprouver quelques effusions le concernant. Alors, et que ces effusions-là, évidemment, sont retombées, comme dit Baudelaire, sont retombées comme des fusées, des fusées s'écrasant au sol. Dans la Certaines femmes, quand elles cessent d'aimer assez radicalement, n'est-ce pas? Vous pouvez dire, les hommes pas tout à fait pareils, on voyait quelques généralités, mais le désamour, parfois, chez certaines femmes, lorsqu'elles sont déçues, s'avère sans appel. Car j'ai pu observer, cependant, chez la gente masculine, une tendance, parfois, au regret, ou une sorte de nostalgie, et un ressassement. Mais ce qui n'est pas le cas de... Ce qui n'est pas le cas de, en tout cas, observation. Et, donc, elle a dû lui trouver quelques qualités à ce père, poète, et que, donc, attiré par lui, parce que c'est un homme d'écriture, un homme de parole, un homme de mots, autrement dit, eh bien, j'ai raconté aussi que lors de l'accouchement, mon père lui lisait des poèmes. Ouais, je sais que j'ai raconté ça déjà à quelques reprises. Parce que c'est de là mon, mon expression que je suis un poète de droit divin. Alors, je suis né loin dans la parole de la poésie. Il lui lisait en lui tenant la main pendant qu'elle mettait bas de votre humble serviteur. Il lui lisait Suite marine de Robert Choquette. C'est le genre de choses qui... Je ne sais pas même si Jésus, euh, les rois mages annonçant sa venue sur terre, ont eu droit... Je ne sais pas si Jésus a eu le droit à une telle annonce au fond. Bon, vous me direz, les rois mages, c'est quand même pas rien. Mais naître en poésie, Suite marine, on notera le titre, ça manque pas de chance, vous en conviendrez. Alors, malgré que, bon, j'ai été le fruit d'une passion à la fois charnelle et poétique, de courte durée cependant,
Eh bien, ma mère n'a jamais hésité à m'offrir des livres très, très, très tôt. Et parfois, à la librairie, on me demandait euh, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les parents aient pleuré, jugeant que leurs enfants ne lisaient pas assez, mais toujours dans le but d'avoir de bons résultats scolaires, me disaient qu'est-ce qu'on doit faire. Alors je leur disais toujours, lisez en cachette. Rendez cette activité de lecture clandestine. Ça peut provoquer la curiosité et qui sait peut-être l'envie. Par ailleurs, je les mettais en garde aussi. Imaginez que oui, vous avez réussi votre coup au-delà de toutes vos espérances et que vous vous retrouviez avec un adolescent rimbaldien, 14 ans, 15 ans, qui passerait toutes ses nuits à lire Nietzsche ou Dostoïevski et qui le lendemain matin n'aurait aucunement envie d'aller à l'école parce que, après s'être coltiné avec le grand Dosto ou le grand Friedrich, serait incapable de supporter la logorée ennuyeuse de ces maîtres d'école, dont certains d'entre eux peuvent s'avérer d'un ennui sans appel. Alors là, tout à coup, vous regretteriez peut-être d'avoir entendu le conseil de ce libraire vous exhortant à lire dans la pénombre, loin des regards indiscrets de votre enfant. Et que peut-être ce lecteur fou, parce que lire pour avoir de bons résultats scolaires et lire pour donner un sens à sa vie, ce sont là deux choses tout à fait différentes. Alors je reviens à mon confrère libraire, tenez, je vais vous raconter quelque chose. Je ne vais pas vous raconter les choses que moi je lui ai dit. Je lui ai raconté quelques histoires assez incroyables, hein? Entre autres, euh, la librairie la plus inimaginable que j'ai vue dans ma vie, qui était le Palais du Livre, dans le Vieux-Montréal, et son propriétaire, un personnage extrêmement inquiétant, enfin. Et, mais heureusement, écoutez, il s'appelait Nadeau, je sais qu'il y a des chercheurs parmi vous, euh, Palais du Livre, Nadeau, faites vos recherches, vous allez découvrir des choses fort étonnantes. Et lui, eh bien, il est mort de manière... il n'est pas mort dans sa librairie, non, comme il se doit, mais il est mort en sortant d'une librairie. Car, peut-être il y a une vingtaine d'années, peut-être davantage, il y avait une librairie nouvellement installée près du parc La Fontaine. Cette librairie-là lui avait consacré une soirée hommage. Et hommage, à mon avis, immérité. Voilà, je le dis comme je le pense. Car ce libraire-là avait, entre autres, la curiosité, outre d'être un marlou de haut niveau, et je n'en dis pas davantage parce que c'était pire qu'un marlou, en fait, je n'en dis pas plus, il ne lisait pas. Alors, ça aussi, c'est une autre incongruité qu'on rencontre parfois dans ma pratique, des libraires qui ne lisent pas. Et, et ces libraires qui ne lisent pas, j'en ai rencontré quelques-uns, ils sont très fiers de ne pas lire. Ils sont très fiers de ne pas lire, ils sont très fiers de vendre des objets. Pour eux, un d'entre eux m'a déjà dit, je vendrais des saucisses, ça serait pareil. Mais parfois, et c'est là l'étonnant, c'est que certains libraires vendeurs de saucisses avaient plus le sens des affaires que certains libraires, euh, certains libraires de bon teint. Mais le hic de tout ça, c'est qu'on ne peut pas être un bon libraire si on n'a pas à minima un peu le sens des affaires. Je ne vois pas comment on peut persévérer dans ce commerce, dans ce petit commerce où les gains ne sont pas mirobolants. Ça se saurait autrement. Alors, je lui racontais donc... Ah oui, donc il était décédé. Oui, pour en revenir à ce libraire Marlou, il est
il est mort d'un infarctus massif sortant de cette soirée hommage qui lui avait été consacrée. C'est quand même pas loin de mourir sur scène. Disons, c'est mourir dans les coulisses de la rue. Alors, mais quand même, il avait à peine franchi le seuil de la porte. Paf, effondrement. Bon, écoutez, c'est pas loin d'être glorieux quand même. Il faut quand même le dire. Alors, et lui, il me racontait, pour en revenir à ce confrère libraire, que j'ai un peu torturé en, en mettant vraiment en lumière tous ses regrets, qui, de guerre lasse, il a fini quand même par consentir que oui, j'avais raison. Il aurait pas dû, il aurait dû continuer, n'est-ce pas? Continuer, parce que de toute façon, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Alors là, il m'a raconté qu'il avait donné le nom de sa librairie. Oh oui, il avait commencé. Il m'avait dit à quel point il avait aimé Henri Miller. Voilà. Je ne sais pas si je vais partir sur Henri Miller ce soir, mais à quel point il avait aimé Henri Miller. Et que le livre d'Henri Miller, Les livres de ma vie, lui avait servi c'était un livre qui lui avait permis de connaître tout un tas d'auteurs, comme Knut Hamsun, Hermann Hesse, Paul Weiss et Joseph Delteil. Et donc, Joseph Delteil, qu'il a visité en 77 peut-être, il lui a rendu visite en France, dans le sud de la France. Il a sonné à sa porte et Delteil l'a accueilli. Ils ont passé une après-midi ensemble. Delteil lui a Oui. Deltel lui a offert. En fait, non. Deltel ne lui a pas offert de livres. Il avait apporté avec lui des livres de Deltel qu'il avait achetés quelques jours auparavant et Deltel lui a autographié les livres. Et voilà. Et donc, par la suite, quelques années plus tard, il ouvrait sa librairie et qui portait le nom de la librairie Joseph Delteil. Alors, il va sans dire que Joseph Delteil était et encore son écrivain préféré. Alors j'ai pris plaisir à écouter son récit, ses récits multiples de libraires et nous avons échangé quelques souvenirs. Et ça aussi, Et il regrettait qu'un film pareil à celui qui a été réalisé il y a quelque temps aux États-Unis, Les libraires de New York, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Alors, si vous ne parlez pas l'anglais ou si vous le parlez mal, vous n'avez qu'à activer les sous-titres et vous pourrez donc voir ça de ces personnages absolument hors normes. Et il se désolait qu'on n'ait pas au Québec des libraires de cette envergure. Et parfois, moi, j'ai entendu quelques-uns de mes confrères jugeant très favorablement le marché européen ou le marché américain, les jugeant favorablement supérieurs aux nôtres, que c'était les ligues majeures. Et moi, de me défendre et de défendre les librages, non, ce n'est pas une bonne façon. Nous sommes dans les ligues majeures, mais notre marché, notre tradition, les livres eux-mêmes font de telle sorte que nous ne pouvons pas proposer à la vente des livres extrêmement chers, extrêmement rares, pour un marché, somme toute, qui n'existe pas ou très peu. Cependant, nous ne pouvons pas être des libraires poids lourds, par exemple. Mais, dans notre catégorie, poids léger, poids plume, nous pouvons être des champions. Alors qu'il fallait pas, et que nous étions, il n'y avait pas de ligue mineure ni de ligue majeure, nous étions des joueurs de ligue majeure, mais jouant dans une catégorie qui n'est pas celle des poids lourds. Il ne fallait pas s'en désoler parce qu'on peut être un champion mondial dans la catégorie mi-léger, par exemple. Alors, c'est possible. Bon. Alors, voilà. Faut pas trop. Faut faire avec ce qu'on a, vous comprenez? Il faut pas.
il faut pas non plus s'auto-flageller. Il faut pas se blâmer de choses pour lesquelles on n'a pas de prise, on n'a pas de pouvoir. Alors, je vais vous lire un minuscule passage. Oui, évidemment, c'est un livre faisant l'apologie des libraires et des métiers du livre. C'est toujours plaisant, ce genre de livre-là. Alors, vous voyez, ça appartient à, je vous dirais, ce genre de livre appartient au noyau dur de ma collection. C'est les livres concernant les livres concernant les bibliothèques, les livres concernant les libraires. Et je pense que nous nous approchons aussi du moment où nous devrions avoir des livres sur l'histoire des lecteurs. Non pas l'histoire de la lecture, mais l'histoire singulière des lecteurs. Alors, chaque lecteur est une histoire. Chaque parcours de vie qui amène un enfant, un ado et un adulte, et même parfois euh, d'adultes aussi qui découvrent sur le tard les livres, j'en connais, et qui s'y jettent à corps perdu. J'ai quelques noms en tête, dont un puis je sais qu'il continue à lire. Il a découvert la lecture il y a peut-être 8 ou 9 ans, et il s'est tapé tout Tolstoï, tout Dostoïevski, Stendhal, euh, mais avec une régularité, je pense même que d'une certaine manière, les livres lui ont sauvé la vie. Où je vous ai raconté cet autre cas de quelqu'un qui ne s'intéressait pas du tout aux livres et qui a eu une attaque cardiaque assez dévastatrice au point qu'il a perdu l'usage de la parole. En tout cas, il en a perdu l'usage partiellement. Et, euh, et, et il ne lisait pas avant. Et cette espèce de confinement de, 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 de son esprit à l'intérieur de son corps l'a amené à découvrir de nouvelles pistes. Et il a découvert la lecture et ça a activé des zones dans son cerveau, en tout cas c'est comme ça qu'il présentait les choses, qui lui ont permis non pas que de réapprivoiser le langage, mais d'acquérir un nouveau rapport avec la langue. Que d'un handicap sévère, il avait découvert une autre manière d'être au monde par un langage qu'il ne soupçonnait pas posséder. Alors, bon, ça, je vous donne des exemples limites, mais chaque lecteur, chaque lectrice, c'est au fond ça, l'histoire de la littérature. Ça ne peut pas être autre chose que ça. C'est pas les écrivains, c'est pas les livres, c'est pas les bibliothèques, c'est pas les libraires. L'aventure, la vraie, c'est celle des lecteurs. Et cette aventure, j'ai l'impression, en tout cas, qu'autour de moi, les écrivains, parce que les écrivains offrent quelque chose, mais ils ne réalisent peut-être pas que, que la personne qui reçoit le livre, qui reçoit le texte, qui reçoit les mots, eh bien, il a fallu qu'elle passe par tout un processus. Il a fallu qu'elle s'engage dans un chemin, dans un parcours de vie qui est inimaginable, au fond. De la petite enfance, des émois, des premiers émerveillements, aux nuits blanches passées avec les auteurs, le refus d'une certaine réalité qui peut être passablement navrante, eh bien, cette espèce de construction du château imaginaire, eh bien, c'était la clé de voûte de toute la littérature. Si on voulait vraiment là, saisir l'essence de la littérature,
Il faut faire l'histoire des lecteurs. L'histoire unique, l'histoire singulière, rare, euh, particulière. Il n'y a pas un lecteur, il n'y a pas une lectrice pareille. Sauf évidemment pour ce que j'appelle la lecture de groupe, la lecture communautaire, la lecture de masse. Tout le monde lit le même livre en même temps. Mais ça, c'est pas une pratique de lecture, c'est une pratique de lecture sociale. On lit le même livre pour pouvoir euh, échanger ensemble. Je ne parle pas non plus des cercles de lecture qui ont leur raison d'être. Je parle des succès de masse. Vous avez tous les noms que vous pouvez imaginer. Et quand les gens au bureau, généralement des gens appartenant à la même catégorie socio-professionnelle, vont lire le même livre et qui vont pouvoir échanger sur l'heure du dîner ou sur la pause ou sur l'heure de la pause pour pouvoir, au fond, fédérer l'esprit du groupe à l'intérieur de l'entreprise ou du ministère ou du bureau de fonctionnaires ou n'importe. Mais ce n'est pas la lecture à contre-courant, c'est pas la lecture délinquante, c'est pas la lecture qui fait que un beau matin, on va se réveiller et on va avoir envie de transformer sa vie, ou on va avoir envie de faire de telle sorte que la lecture occupe une place centrale dans l'existence. Non, c'est une pratique sociale. Alors la lecture comme pratique sociale, je vous dirais, l'histoire n'est pas si singulière, en tout cas. Et rendu à un certain niveau de formation, en tout cas, lire un peu n'est pas non plus un exploit. Alors, c'est ne pas lire du tout quand on est rendu à un certain niveau socio-professionnel qui est un peu incongru. Alors oui. Moi, peut-être je vais juste vous lire une ligne. La librairie a en effet une très longue histoire, vieille de plusieurs millénaires, du moins au Moyen-Orient, en Chine et en Occident. Présent dans des œuvres de fiction dès l'Antiquité, présent dans des œuvres de fiction dès l'Antiquité, le librarius romain était en général un esclave chargé de copier les manuscrits qu'il mettait en vente dans sa boutique, tel le fameux Secondus, un affranchi que le poète Martial met en scène dans une de ses épigrammes publiées autour de 80 ans après Jésus-Christ. Toi qui veux qu'à la ville ainsi qu'à la campagne, partout mon livre t'accompagne, et voyage avec toi dans de lointains climats, sur tes rayons laisse les grands formats, fais en plette d'un exemplaire, écrit en menus caractères, bien réduit, bien compact, et dont le parchemin tient aisément dans une seule main. Pour t'éviter la fatigue inutile de parcourir tous les coins de la ville, écoute et dirige tes pas au temple de la paix, près celui de Pallas. Tu te verras après ce court voyage chez l'affranchi du docte Secondus, qui, pour tes 5 deniers au plus, s'empressera de te livrer l'ouvrage. Dans un autre passage, Martial indique le nom d'un autre librarius, Valerianus Paulius Quintus, et explique au lecteur qu'à Lyon, de nombreux libraires vendent ses livres, signe indéniable d'une diffusion de plus en plus étendue de ses écrits, recherchés pour leur caractère incisif. Un siècle plus tard, le grammairien Olugel confirme dans ses Nuits attiques le rôle de la grande ville gauloise des bords du Rhône, où les savants et les érudits se réunissent chez les libraires pour lire les manuscrits